Juste pour faire un peu la petite histoire, moi je viens de l'industrie de la musique. Je me suis intéressé à, à des pratiques commerciales assez douteuses pour certains dans l'industrie de la musique, c'est-à-dire qu'à l'époque où tout le monde disait quand t'aimes la musique pour vrai, la copie non merci, nous, avec les gars de Mystère Valère, on donnait nos MP3 et on ramassait la donnée sur l'utilisateur. Et du coup, on savait qu'on avait 3000 fans sur Paris et puis on leur envoyait un courriel et on était capable de faire un spectacle à très faible coût, mais on savait déjà où étaient nos fans. Ça on parle de 2009-2010. Quand j'entends tout ça, moi, j'ai pris des notes. Et bon, évidemment, la première qui me vient à l'esprit, je suis un gars de blockchain, je travaille beaucoup en remodélisation d'affaires fondée sur la blockchain, et c'est vrai qu'on ne va pas tout réinventer sur la blockchain et c'est hautement compliqué. La première réaction que j'aimerais apporter, c'est le rôle des sociétés de gestion collective de droit. En mon sens, je leur vois trois rôles, c'est-à-dire d'accorder des licences auprès de 650 000 utilisateurs en musique, par exemple, dans le monde, leur dire « tu as le droit, hein, voici le tarif en échange pour pouvoir utiliser l'œuvre », de percevoir ça et de percevoir aussi des informations sur les usages, donc un logbook de telle radio commerciale qui a joué la chanson de Stéphane, qui fait de la musique. Donc, de savoir comment on va répartir cet argent-là auprès des œuvres en fonction de leurs usages. Et la troisième partie, c'est le split, donc partager cet argent-là destiné à l'œuvre en fonction de qui est à bord de cette œuvre-là en termes d'ayant droit. Donc, ça peut être auteur, compositeur, arrangeur, éditeur et tout ça. Alors, ils ont ces trois rôles-là. Si on bascule dans le monde de la blockchain apporte cette possibilité-là d'abord de représenter un split entre ayant droit, de le cristalliser sur une blockchain qui devient un peu l'espèce de notaire qui prend des notes et qui est le bon gardien de l'information de manière immuable et tout ça. Et à terme, on pourrait avoir des prototypes de paiement par contrat intelligent qui respectent justement la clé de répartition. À ce moment-là, le rôle de ça, dans l'ensemble des trois tâches d'une société de gestion, devient beaucoup plus administratif. Et je pense qu'à terme, on pourrait voir, peut-être dans 10 ans déjà, des prototypes fonctionnels qui pourraient alléger et rendre beaucoup plus fluide, beaucoup plus sans friction, toute l'administration très lourde que ça prend. Puis, on parle aussi de sécurité informatique, hein, qui dit administration de droit, dit, finalement, l'équivalent d'un bon chiffrier Excel, des revenus qui rentrent d'un côté puis des revenus qui ressortent de l'autre. C'est très lourd au niveau de la gestion bancaire aussi. On pourrait, à terme, imaginer qu'avec la blockchain, une fois que la société de gestion a bien représenté collectivement les droits de tout le monde, comme un bon syndicat, si on veut, l'union fait la force, une fois qu'elle a négocié et est allée chercher ces revenus-là, les revenus sont tokenisés, si on veut, ou crypto-monétisés, transformés en crypto-monnaie pour fin de gestion très fluide et instantanée. Et on pourrait avoir l'occasion, dans ce contexte-là, la possibilité d'interroger en temps réel, d'une manière peut-être anonyme, les flux monétaires. Et on pourrait savoir quel type d'œuvre rapporte plus, quel type de rôle vaut combien en termes de pourcentage et tout ça. Donc, on a toute une perte d'opacité. C'est le cas. Les sociétés de gestion de droit offrent pas publiquement l'information sur les chansons. On peut savoir quel ayant droit est à bord de quelle chanson, quelle œuvre, mais à terme, on n'a pas d'informations sur les pourcentages et tout ça, mais on pourrait les avoir de manière globale et anonymisée et commencer à faire des analyses de pratiques de marché et de savoir que finalement, un deal d'un éditeur de musique, c'est peut-être plus 70 ans après ta mort, ou en tout cas, on me parle plus de 25 ans après ta mort, et 50 ce qui est la totalité, en fait, le maximum que la loi sur le droit d'auteur canadien permet à un éditeur d'aller chercher, en termes de revenus, je veux dire. Alors, on pourrait très bien savoir que les pratiques du marché n'en sont plus là, puis on arrive peut-être à des ententes plus de type administration d'édition, 25 rétrocession possible et tout ça. À ce titre-là, les contrats intelligents peuvent apporter la possibilité de chrono-dégrader les droits. Donc, on s'entend que le droit d'auteur serait par défaut automatiquement octroyé aux ayants droit et pourrait décider de dire, après 7 ans de vie utile commerciale de mon œuvre, je décide que ça devient une œuvre culturelle.
parce qu'il y a une différence entre un produit culturel puis une œuvre culturelle, selon moi. Et on pourrait très bien dire, après 7 ans, j'ai fini de presser le citron commercial et je veux que cette œuvre-là soit sous licence Creative Commons de type BY, donc attribution, ce qui permettrait à l'ensemble des gens de la planète de pouvoir adapter, remixer, partager à des fins commerciales, non commerciales, tant ou si longtemps qu'on me cite en tant qu'auteur. Et ceci dit, il y a des modèles d'affaires qui sont reliés à ça. C'est pas vrai que parce qu'on ne peut pas monétiser une œuvre ou que tout le monde peut la monétiser à ta place, que ça ne rapporte pas des externalités positives à l'ayant droit, puisqu'on doit véhiculer son nom tout le temps, donc son brand, donc son image de marque commence à prendre de la valeur. Donc, et je suis d'accord avec le fait que la blockchainisation des droits, en général, tant au niveau du partage que des revenus, à terme, sera longue à instaurer. Et pour pouvoir arriver à faire tout un univers de cette manière-là, il va falloir aussi travailler sur la métadonnée des œuvres. Et ceci dit, je vois mal comment on peut avoir un copyright ou un droit d'auteur ou une exclusivité d'utilisation commerciale de données descriptives d'une œuvre. On pourrait, c'est déjà le cas, hein, il y a plein de bases de données fermées là, avec des données propriétaires et tout le monde dit « Ah, c'est à moi, c'est à moi ». Mais le problème, c'est quand on veut travailler dans un marché global, il faut faire matcher ces données-là avec d'autres serveurs qui disent « Ah, c'est à moi, c'est à moi ». Puis je te négocie un petit API, puis on va communiquer ensemble, puis on va synchroniser. Là, on ne peut pas arriver à terme à vraiment, comment dire, si on veut être capable de monétiser les œuvres, il faut être capable de les rendre découvrables. Et si on ferme ces données-là et qu'on ne les rend pas, dans le fond, ouvertes et liées, on se ferme toutes les possibilités ontologiques et sémantiques du web des données, là, de permettre, dans le fond, à un algorithme de comprendre que tel album qui a été réalisé par, je ne sais pas moi, Philippe Brault, par tel artiste, en fait, on va donner des exemples concrets. Pierre Lapointe, 2006, c'était réalisé par Philippe Brault. Ils viennent faire Laurence Nerbonne en 2016, c'était Philippe Brault. En soi, Philippe Brault est une playlist. D'un point de vue intelligence artificielle algorithmique, le fait de savoir que si on regarde la pochette de l'album, chose qui n'existe plus sur le web, hein? On a des MP3, puis on a du streaming, puis on n'a à peu près pas d'informations sur Spotify, Deezer, etc. On a besoin d'avoir ces données-là. Si elles sont propriétaires, elles sont fermées, bien, c'est effectivement une belle manière d'empêcher d'autres personnes de les exploiter pour faire l'argent avec, mais c'est une belle manière de passer sous silence nos œuvres et notre existence. À ce titre-là aussi, je lancerais peut-être le pavé dans la mare, à savoir si le texte d'une œuvre, d'une chanson, ne serait pas plus de la métadonnée intéressante pour savoir s'il s'agit d'une chanson de Noël ou pas, plus qu'une œuvre en soi qui doit être protégée par le droit d'auteur. Alors, donc, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Et d'un point de vue algorithmique et de compréhension, je veux dire, il faut le savoir longtemps que l'enfant au tambour, c'est une toune de Noël. Là. Si on finit par comprendre le comportement des utilisateurs sur Spotify qui ont écouté les mêmes chansons dans des playlists de Noël, l'algorithme va finir par comprendre que c'est une chanson de Noël, mais dans les faits, c'est rarement écrit dans le titre Noël. Ça se peut que le mot Noël soit écrit dans le 4e paragraphe, etc. Donc, je lance toutes ces idées-là. J'ai pris toutes sortes de notes. Je ne vais pas prendre toute la place non plus. Et ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, aussi, je rebondirais peut-être sur... pour moi, ça m'apparaît intéressant qu'une fiction légale, c'est un avatar qui crée quelque chose. Pour moi, ça m'apparaît évident que ça doit revenir à l'être humain derrière. Instinctivement, je le voyais comme ça. Mais en même temps, bon... Et ça m'apparaît... La question à savoir si un algorithme d'intelligence artificielle crée une œuvre ne devrait pas être titulaire du droit d'auteur, bien, peut-être. Peut-être pour l'aider à payer sa propre électricité pour pouvoir en créer d'autres. Mais dans les faits, je pense que c'est moins compliqué d'attribuer l'œuvre, dans le fond, au créateur du logiciel derrière ça. Et je terminerai en disant, à un moment donné, là, je suis allé dans un centre d'achat, OK, pour aller dans un magasin de sport où est-ce qu'on pouvait faire des broderies sur des calottes, tu sais, des casquettes. Et je voulais en faire une pour mon beau-père, il était fraîchement retraité, alors j'en ai fait faire une marquée « retraité professionnel ». Alors, en lisant les termes conditions et conditions de ça, je cédais tous mes droits. Là. C'est comme, j'avais inventé cette expression-là, retraité professionnel, sur une calotte, et là, soudainement, ça ne m'appartenait plus.
J'aurais bien aimé pouvoir les garder, ces droits-là, pour que cette grosse multinationale-là qui fait des calottes avec la broderie puisse pas en garder les droits puis d'être capable de les repasser dans leur catalogue d'inspiration parce qu'évidemment, il pouvait y avoir d'autres clients qui n'étaient pas inspirés du tout. Moi, j'étais inspirant. Alors, je pense que des fois, c'est le fun qu'il y ait un droit pour conférer une exclusivité à quelqu'un pour que personne d'autre l'utilise, mais pas nécessairement dans un but d'exploitation commerciale. Je terminerai là-dessus. Ce qui est...